Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour la deuxième partie de notre journée de présentation. On poursuit maintenant avec la présentation du chemin de Compostelle, le chemin classique sur Saint-Jacques-de-Compostelle, donc marcher avec son Dieu, qui va avoir lieu du 31 août au 23 septembre 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, mon nom c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et pèlerinage, dans un souci de tourisme responsable, solidaire et durable. On est en opération depuis 23 ans. Et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer et favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, sans plus tarder, on va vous présenter ce magnifique pèlerinage avec Marilyn Arpin, qui est avec nous déjà depuis de nombreuses années. Donc, Marilyn, à 20 ans, elle est partie en Europe avec un billet d'avion ouvert pour son premier chemin de Compostelle, avec une soif de partir à la découverte de soi. Le Camino a su la transformer pour les années à venir. De 2008 à 2012, elle a accompagné des groupes de pèlerins à 7 reprises avec Spiritour afin de leur transmettre l'essence du chemin, isolée de toute distraction de la vie quotidienne. Compostelle nous permet de renouer avec soi et de faire le vide du tourbillon de la vie en permettant de se remplir du silence qu'offre le chemin. Ses études en travail social complétées, Marilyn a poursuivi ses voyages en sac à dos où la randonnée pédestre a continué à être au cœur de ses destinations. Sentant à nouveau l'appel de l'apôtre Jacques, c'est avec enthousiasme qu'elle souhaite accompagner des pèlerins afin de les conduire dans ce voyage à la rencontre de leur être, Ultreya, toujours plus haut, toujours plus loin. Donc, ça fait déjà plusieurs autres années là, qu'elle a commencé à accompagner des groupes. Alors, sans plus tarder, je vous présente Marilyn Arpin. Bonjour, Marilyn. Bonjour Anne, bonjour à tous qui nous regardent en direct et en rediffusion. Merci d'être avec nous, Marilyn. Donc, ça fait combien d'années que tu as repris avec nous, là? Depuis 2022. 2022, OK. Fait que ça va être Oui, quoi, ton 10e ou mon 11e? 13e. 13e groupe. Oui, Wow! Merveilleux. exact. Oui, C'est excellent. Fantastique. Alors, aujourd'hui, tu nous présentes donc l'expérience du Camino. Alors, oui. je te laisse nous présenter ça. Peut-être nous parler aussi de ta motivation d'accompagner des groupes. Mais en fait, ma motivation, c'est vraiment le chemin, l'essence du chemin, là, comme dans ma présentation. En fait, c'est vraiment toutes les rencontres qu'on fait, autant les autres pèlerins qui viennent de tout horizon avec diverses motivations, là, pourquoi qu'on s'en va à la rencontre de la Côte-Jacques. Mais c'est vraiment de partir, dépouillement de soi, juste avec son sac à dos, très peu, d'avoir là, puis de marcher jour après jour, dans un silence, puis dans les partages aussi à la fois là, des gens qu'on peut rencontrer là-bas. Puis même en partant en groupe, les échanges qu'on va pouvoir faire à l'intérieur d'un même groupe là, à travers les 24 jours qui sont proposés. Fait qu'il y a une belle richesse à travers ça. Puis moi, c'est vraiment la transmission là, auprès des autres, de vous amener à pouvoir vivre ça à votre tour, là, qui m'anime énormément. Mhm, merveilleux. Puis c'est des petits groupes, hein, puis chacun marche à son rythme. Oui, exactement. Fait que je vais vous expliquer un peu, là, on va voir la présentation avec les photos, puis je vais vous expliquer Mhm, vraiment comment on propose le découpage des étapes, le rythme au jour le jour. Là. Moi, mon but les premiers jours, c'est vraiment de vous rendre autonome autant que possible pour être libre, en fait, de partir à l'heure que vous voudrez. Les gens partent en 6 heures, 8 heures le matin, puis on se retrouve l'après-midi, là, avant le souper pour faire le partage. Donc, un retour sur un peu l'expérience de chacun, ce qu'ils ont vécu dans le chemin, dans la mhm. journée, sur le chemin, en fait. Puis, je vous présente le chemin du lendemain, ce qui nous attend avec mes recommandations. Donc, Parfait. après autant d'années aussi, c'est sûr que je viens à connaître les locaux là-bas. Donc, mes petites préférences, quel resto arrêter, quel café prendre notre dîner, c'est sûr que ça fait partie de mon expérience, de mes nombreux pèlerinages que j'ai à mon actif. Donc, c'est une richesse aussi pour moi là, avec les locaux, quand c'est Madame Marie-Carmen ou Eduardo, puis de vous faire mes recommandations, là, ça l'apporte un petit plus aussi. On est bien accueillis également d'un endroit à l'autre parce qu'après toutes Mhm. les années, ben souvent on est fidèle
à nos aubergistes. Quand on aime un lieu, ils nous accueillent bien, puis on répète pour l'année suivante avec un nouveau groupe. Donc, Mhm. Puis toi, tu es toujours avec les pèlerins du début à la fin à partir de oui, Montréal. Si jamais exactement. tu dis il y en a qui sont autonomes, s'il y en a qui préfèrent, ils peuvent marcher avec toi parce que toi aussi tu le marches, hein? Exact. Oui, oui, moi, on fait vraiment, là, c'est un groupe accompagné, mais vraiment en formule traditionnelle. Donc, vous allez voir dans les photos, les hébergements, qu'est-ce qui peut nous attendre. Mhm. Certaines formes de dortoirs, parce que c'est des lits superposés principalement, des chambres de 6 à 12 occupants. Puis, moi, souvent, je vais partir avec les derniers le matin. Puis souvent, la journée va être découpée en deux. Donc, souvent après 2 heures, 2h30, on arrive déjà à notre premier arrêt où est-ce qu'on va se poser une demi-heure, 1 heure pour faire le plein de ravitaillement, déchausser nos bottes et tout ça. Puis, soit que, dépendamment comment les gens se sentent, moi, je dis, bon, est-ce que vous êtes correct pour poursuivre? Il vous reste environ tant de kilomètres, tant d'heures. Puis, quand les gens sont bien, ben, à ce moment-là, je repars un autre rythme. Puis, parfois, je sais rejoindre les premiers qui sont partis 1 heure avant nous le matin. Fait que ça me permet d'être un peu à la queue, à la tête, de voir un peu tout le monde. Puis, de rester surtout près de ceux qui auront le besoin là, de l'accompagnement davantage. Là. Merveilleux. Excellent. Alors, on y va avec les images. Je te laisse faire la Puis, vous en êtes plein présentation. les yeux maintenant. Merveilleux. Parfait. Donc, on voit notre arrivée à la cathédrale. Donc, marcher avec son Dieu, comme Anne l'a présenté, partir à la découverte du chemin de Saint-Jacques avec Spirito. Donc, c'est vraiment une marche spirituelle, traditionnelle, où on fait nos nuits en refuge de pèlerins, qu'on marche avec notre sac à dos. En moyenne, un 20 km par jour. Les découpages, vous allez voir là, avec les graphiques qui vous seront présentés là, une fois inscrits. Habituellement, là, les journées où on a une belle montée, là, une bonne montée, mais on va marcher que 13 km ces journées-là. Donc, puis la journée où on va marcher 26 km, ben, c'est parce qu'on a des reliefs qui nous permettent de le faire. Donc, soyez sans crainte. Avec un minimum de préparation, j'ai vraiment des gens de 18 à 84 ans dans mes groupes. Donc, le découpage est vraiment fait en fonction des reliefs puis adapté pour que chacun des pèlerins puisse arriver l'après-midi au refuge. Donc, pour découvrir des paysages époustouflants, c'est ce que ça va nous offrir dans les champs là, d'Espagne et tout. Donc, nous allons avoir un vol direct de Madrid, de Montréal à Madrid. Souvent, c'est des vols de nuit principalement. Là, on va partir entre 19h, 23h le soir, là, dépendamment du vol du moment, avec Spirito là, qui s'occupe de réserver ça. On part de Montréal, on passe la nuit dans l'avion, on arrive vers Madrid en milieu de journée. Donc, c'est sûr que Madrid, c'est une grosse ville, c'est la capitale. Ça va passer vite. On va avoir l'après-midi, là, quelques heures de libre pour aller visiter Madrid librement. En fait, ceux qui voudront aller marcher, je vous ferai mes recommandations un peu pour aller voir les monuments historiques qui valent le détour. Puis le soir, je m'occupe de vous. Je vous sors au restaurant, tout le monde en groupe. Vu que c'est notre première fois, je vous laisse pas là, je vous laisse pas seul, chacun de votre côté. On va se retrouver tout le monde. Et à Madrid, pour ceux qui auront besoin d'acheter des cartes d'appel, des cartes SIM, je pourrais en parler dans les rencontres pré-départ. C'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir le faire, donc pour avoir des données Internet et être autonome dans le quotidien, puis avoir une sécurité aussi, si jamais on se croit égaré, pour savoir le chemin, là, comment se recouper, se retrouver ou encore communiquer entre nous d'une journée à l'autre, là, ça va être le fun. Vous dites, hey, je suis arrêtée à tel petit resto dans le village, à mi-parcours, est-ce que vous venez me retrouver? Qui est devant, qui est derrière? Fait que c'est une façon de communiquer là, de 2026 versus mes premiers pèlerinages 2008, parce qu'on n'avait pas les cellulaires dans la même portée qu'aujourd'hui avec la technologie. Donc, voilà. Par la suite de Madrid, on va prendre le train qui est environ 4 heures pour monter vers le nord, à Burgos, qui se trouve être dans la Meseta. C'est de là qu'on va pouvoir commencer vraiment notre pèlerinage. Et la Meseta, c'est le décor qui est derrière moi, que vous pouvez voir à l'automne. Donc, vraiment, les champs qui sont dorés par le soleil, les récoltes qui ont été faites principalement. Burgos est une ville importante également là, de par sa belle cathédrale historique du Moyen Âge. Burg, qui veut dire château en allemand. Donc, on voit toutes les tours qui sont faites un peu en dentelle. Là. On voit l'influence des Visigoths à l'époque. Donc, belle possibilité de visiter la cathédrale parce qu'on va arriver là en milieu de journée. Vous allez avoir l'après-midi de libre et encore une fois, un souper d'inclus avec Spirito où ce que je vais vous inviter au restaurant.
Notre première journée, donc c'est vrai, nous partons. On va faire vraiment cette journée-là. Les 3 premières journées, là, je vais favoriser qu'on ait un départ commun. Rapidement, là, ceux qui sont plus aisés, qui veulent prendre les devants, vous pourrez le faire. Mais moi, je veux m'assurer qu'on apprenne ensemble à découvrir, à partir à la chasse aux flèches. Donc, repérer les flèches ensemble sur une gouttière, incrustée au sol, sur le coin d'une maison. Vous allez voir différentes formes. Fait que soyez rassurés, on va apprivoiser le chemin ensemble. Notre première journée, qui est un peu moins de 20 kilomètres, on est vraiment à travers des champs de terre. Fait que vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Nos 3 premières journées vont être dans la Meseta, dans la région administrative. Donc, on est vraiment dans un sol terreux, rocailleux. Fait que dans notre préparation, on se prépare à marcher où? On va autant avoir d'habitude, mais il faut également marcher sur des sentiers rocailleux parce que ça va faire partie de nos premières journées. Nos types d'hébergement. Donc, on en parlait, les familles superposées qui deviennent parfois notre corde à linge. On voit là qu'on a une serviette qui est suspendue au coin du lit. Quand on arrive dans les refuges, bien important, par salubrité, souvent on va avoir une belle disposition pour mettre nos bottes, pour éviter aussi la salubrité, mais les odeurs. Donc, à l'entrée, là, certains aubergistes vont offrir un beau rack, là, comme on voit au milieu de la photo, pour mettre nos bottes et également laisser nos bâtons. Fait qu'on voit également les espaces là, en bas à droite, les lits superposés. C'est une chambre probablement de 8-10 pèlerins là, qu'on peut avoir. Donc, il y a un matelas. Souvent, c'est un matelas qui est recouvert d'une pellicule de plastique, donc la housse du matelas, ce qui fait que les aubergistes peuvent facilement nettoyer les lits. Puis quand on arrive, ils nous remettent notre kit pour dormir, donc une housse pour recouvrir le lit et une tête d'oreiller. Fait qu'il faudra partir à ce moment-là avec notre sac de couchage ou certains partiront avec une forme de duvet, là, sac à viande qu'on peut appeler. Mais pour ce qui va être de l'équipement même, on pourra en reparler plus tard. Et on voit dans mes recommandations, justement, quand je vous parle de mes recommandations où arrêter manger, ça en fait partie à cet endroit-là où ce que je sais que des fois, il y a des belles accommodations avec des chaises transat pour prendre le repos avec une très belle vue. Les repas, donc, on voit au milieu la fameuse tortilla, qui est une grosse omelette espagnole, parfois avec des pommes de terre à l'intérieur, donc très riche, très nourrissante. C'est souvent ce qu'on va pouvoir retrouver surtout les premiers jours, mais un peu tout au long du chemin, là, la fameuse tortilla. Souvent, on va croiser là, des petits dépanneurs où ils vont nous offrir des fruits, des légumes pour faire les collations également. Les repas vont être libres. Je vais toujours vous faire mes recommandations également la veille de ce qui nous attend le lendemain. Certains gîtes nous permettent d'avoir les commodités pour cuisiner. Fait que, dépendamment des envies du groupe du moment, certains pèlerins vont vouloir cuisiner. Donc, on part 3 à l'épicerie, 3 qui cuisinons, 3 qui faisons la vaisselle, puis les 3 autres qui payent. Non, non, je fais des blagues, mais en fait, cuisiner en groupe, ça permet vraiment à peu de frais, là, se partager souvent un très bon pas de un repas de pâtes ou autre. Ça dépend des pèlerins. Certains disent, oh non, moi, je suis en voyage, pèlerinage, j'ai pas le goût de cuisiner, je suis en congé de la maison. Fait que c'est vraiment selon l'esprit du groupe du moment, là, pour les soupers, ce qui va être partagé. Donc, par la suite, notre deuxième journée de Hornillos del Camino jusqu'à Castro Reris. Castro Reris, qui est très impressionnant, un beau petit village où on voit un vieux château, les ruines d'un château, tout au fond à gauche qu'on voit. Quand on va arriver l'après-midi, si certains ont encore l'énergie, on pourra aller visiter les ruines du château, mais il faut monter la belle colline qui est une vingtaine de minutes. Donc, c'est vraiment pour ceux qui auront l'énergie l'après-midi une fois arrivés. Mais ça vaut la peine. Il y a des ruines du 5e siècle, de l'époque romaine, là, qui s'y trouvent. Castro Reris, dans la mise d'État, c'est un peu comme nos prairies canadiennes, en fait. Je vous dirais, c'est vraiment une région administrative qui est très agricole, donc un relief très plat. Et le château qu'on voit au fond, c'était une forme de mirador où on pouvait voir vraiment là, 40 kilomètres à la ronde. Puis ça pouvait par la suite servir de prévenir justement les troupes, s'il y avait des troupes ennemies qui arrivaient, puis de se rendre à une ville importante, Léon, qu'on va voir plus tard. Notre troisième journée, Castro Reris à Boadilla del Camino. Donc, vous voyez encore une fois, moins de 20 kilomètres. On parcourt toujours là, dans la meseta, donc relativement plat, mais avec une belle petite montée qu'on va faire. Donc, ce qu'on voit à la vue, c'est une belle petite colline là, de 3 de moins d'une heure, là, une belle petite montée qui nous attend le matin, mais un pied devant l'autre, puis on prend notre temps. Boadia, notre journée 4.
Bois-d'Iel jusqu'à Fromistat, ça va être moins de 6 kilomètres. Pourquoi? C'est que pour nous permettre de Burgos de se rendre jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port dans un temps tout de même où ce qu'on peut, le commun des mortels peuvent se libérer en 3 semaines, on a dû, Spirito, faire le choix dans le circuit de couper certaines étapes. Donc, de Bois-d'Iel à Fromistat, c'est une ville où on va pouvoir prendre le train et sauter et sauter là, une centaine de kilomètres, qui vient aussi un peu plus ennuyeux par moment, où on longe la nationale. Donc, de Fromistat à Léon, on va prendre le train pour sauter un bout et faire un arrêt. Léon, qu'on voit en bas à droite, qui est une église très impressionnante, qui comporte, là, je crois que c'est la deuxième d'Europe, qui comporte le plus de vitraux, donc qu'on pourra aller visiter, qui est très splendide. Donc, on marche environ 1 heure le matin pour se rendre à Fromistat. On prend le train pour se rendre jusqu'à Léon. En fin d'après-midi, là, on arrive là-bas. C'est un souper libre. Et le lendemain, on va avoir une journée de transport à nouveau. Où est-ce qu'on va prendre l'autobus de Léon jusqu'à Ponferrada, où ce que là, on va changer de région administrative. On va tomber davantage dans le Bierzo, là, où on tombe vraiment dans les montagnes. Compostelle, c'est un peu 3 étapes. Même si on part pas de Saint-Jean-Pied-de-Port faire les 800 kilomètres, on parle quand même d'un découpage de 3 étapes où ce que on vit la première semaine qu'on vient de faire les 3 jours et demi, c'est le physique. L'ajustement du sac à dos, est-ce qu'on développe des ampoules, est-ce que j'ai bien monté mon sac, c'est vraiment le physique d'apprivoiser le chemin. Quand on rentre dans la deuxième phase qu'on appelle, ça va être souvent le mental. Là, on sait un peu plus à quoi s'attendre sur le chemin. Puis souvent, on vient là, dans la persévérance, dans notre deuxième semaine, se questionner qu'est-ce que je suis venu faire ici, qu'est-ce que je suis venu chercher. Puis, on va avoir la deuxième phase qui est offerte dans notre découpage des étapes, un 5 jours de marche consécutive. Donc, le 9e jour, on reprend la marche de Ponferrada à Vilafranca del Bierzo. On voit qu'on est près, là, à ce moment-là, près d'un 25 kilomètres. Fait que là, on est plus aguerri. On part pour une vraie belle étape dans le Bierzo où ce qu'on va rencontrer nos premiers vignobles également. Donc, avec la chance de faire le circuit en septembre, souvent les vignobles, les vignes vont être gorgées de raisins quasi mûrs. Donc, à l'issue des regards, là, s'il n'y a pas trop de locaux qui sont autour, on peut s'agripper une grappe ou deux là, au passage. Puis vous voyez les pèlerins à gauche. Sur le sac à dos, on voit la fameuse coquille Saint-Jacques que certains pèlerins vont mettre sur leur sac à dos, qui est le symbole qu'on est pèlerin. Donc, voilà, qu'on va pouvoir trouver sur le chemin également là, pour se procurer notre fameuse coquille. Notre 10e journée, une plus petite étape. Donc, si on a fait 25 la veille, cette fois-ci, on va en faire 16 pour se rendre jusqu'à Vega de Valcarce. C'est une étape qui se fait relativement bien, mais qui est à la veille de notre montée vers Ocebreiro. Donc, parfois, les choix de découpage, c'est que ça représente la dernière étape avant de faire une grosse montée. La plupart des pèlerins vont faire le jour 10 et le jour 11 en une étape, en une même journée, mais à ce moment-là, ça représente près de 30 kilomètres. Puis comme Anne l'a présenté au début, nous, c'est vraiment partir dans un rythme lent pour se retrouver. On n'est pas dans un défi, oui, c'est un défi sportif, mais on n'est pas à la course, puis on veut pas vous amener à faire des journées là, hors haleine. Là. En marche, là, habituellement, ça représente d'un 4 à 6 heures de marche par jour, plus les arrêts environ. Puis le 6 heures, c'est un peu la veille, la journée qu'on avait un 25 kilomètres là, qui représente le 6 heures de marche. Donc, je disais 13 kilomètres, donc 12 kilomètres de Vega, pardon, je bégais, de Vega des Valcarce jusqu'à El Cebreiro. Donc là, on va vraiment monter là, en altitude. Ça demeure raisonnable, mais on va avoir une vue sublime de ce qui nous attend, puisque Cebreiro est situé à 1300 mètres d'altitude. Par la suite, on va redescendre vers Tria Castella, un peu plus de 21 kilomètres. On voit les troupeaux. Ici, c'est un troupeau de moutons que les gens ont rencontré. Parfois, c'est un troupeau de vaches. Les gens vont me questionner, est-ce qu'on part avec des bâtons, pas de bâtons de marche? Il faut vraiment préparer dans notre préparation, se pratiquer avec les bâtons. Certains vont dire, pour moi, c'est comme une béquille, je sais pas comment m'en servir, ça, c'est de trop.
Pour ma part, c'est vraiment essentiel. Ça nous donne la cadence, le rythme. Ça peut supporter jusqu'au tiers de notre poids avec le sac à dos, donc pour nous soutenir dans les genoux. Et également, ça nous aide dans les montées à nous propulser, ça nous aide à freiner dans les descentes. Mais surtout, quand on rencontre des troupeaux, ben, ça peut nous protéger si les animaux viennent un peu trop près de nous. Il n'y a pas d'anecdote comme telle à ce niveau-là, mais quand même, les bâtons de marche sont utiles. Aussi, il y a des chiens de berger de village qui dorment. Souvent, moi, je vais recommander à donner des bons coups de bâton au sol pour pas que le chien fasse le saut quand on passe vis-à-vis lui, puis qu'il se réveille, puis qu'il nous se mette à japper après nous. Fait que bref, j'aime bien les bâtons de marche pour plusieurs utilités. Puis à Castella jusqu'à Sarrières, fait qu'on est toujours quand même là, dans un esprit de campagne agricole, même si on a quitté la meseta puis qu'on est dans le Bierzo, dans les montagnes, on voit ici un séchoir à grains. Donc, vous allez en voir plusieurs cabanes comme ça, là. Le fait que c'est monté sur des murets de pierre, c'est comme pour protéger de la vermine, puis mettre le grain ou les récoltes à sécher à l'intérieur. Donc, notre cinquième journée qui complète notre deuxième phase du mental. Saria, quand on arrive à Saria, on va avoir une journée de repos qui est assez particulier où ce qu'on va faire 2 nuits au même endroit. Donc, on va vraiment avoir un 24 heures. Sarria, c'est pas tant une ville où ce qu'on veut passer 2 nuits, mais c'est plutôt pour vraiment faire le point, récupérer de certaines blessures, si c'est le cas pour certains d'entre nous, si on a des ampoules qui récupèrent pas, mais c'est vraiment pour faire le plein d'énergie et récupérer des petits bobos avant d'amorcer notre dernière phase, où ce qui va nous rester les 100 derniers kilomètres qu'on va parcourir sur 6 jours pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Qui dit les 100 derniers kilomètres diront également davantage de pèlerins parce que c'est le nombre qui va compter pour avoir notre fameux diplôme à la fin. Donc, vous verrez, autant que la troisième phase dans laquelle on va rentrer, on l'appelle la phase spirituelle parce qu'on se rapproche de notre quête. Déjà, on tombe dans les derniers jours, on se dit ça a passé vite, puis on repense à tous les beaux moments qu'on a vécu à date sur le chemin. Autant qu'on pourra être confronté aux autoroutes de pèlerins, malheureusement, qu'on va croiser sur la route, puis toujours se dire, ouf, c'est des light packers, donc on voit les pèlerins qui viennent marcher 4-5 jours avec un petit sac à dos, des chaussures blanches. Donc, vous verrez, c'est confrontant, mais à la fois, ça nous remet vraiment dans l'esprit de à quel point, qu'est-ce qui vient nous définir comme pèlerins, quelle est l'essence réellement du chemin et qui sommes-nous pour juger la façon dont chacun veut le faire. Faut pas oublier que nous, on va marcher 300 kilomètres, autant que d'autres pèlerins vont partir 800 kilomètres derrière nous, ils pourront trouver que nous, ben, qu'on est des pèlerins à moitié. Donc, c'est intéressant pour nous ramener, nous mettre dans la phase du spirituel, justement, dans l'accueil de notre prochain. Saria à Porto Marine, un 22,6 kilomètres. Porto Marine, c'est intéressant parce que, comme je vous dis, les 100 derniers kilomètres, on va croiser une fameuse borne, donc de 100 kilomètres, où ce qu'on pourra s'arrêter à côté pour prendre des photos, ce qu'on voit en bas à droite avec le paysage sublime. Si on a la chance d'avoir le soleil cette journée-là, ça fait une belle photo souvenir pour capturer nos 100 derniers kilomètres. Et Porto Marine, où ce qu'on voit un escalier de 56 marches qui nous attend pour rentrer dans la ville. Donc, c'est un peu le coup ultime, là, une fois qu'on arrive comme pèlerin, de devoir monter autant de marches pour arriver à notre gîte. De Porto Marine à Palace del Rey, on voit vraiment le décor là, enchanteur. On voit les forêts là, qui sont vraiment luxuriantes, où ce qu'on voit le lierre qui recouvre les arbres. Donc, on peut voir aussi également dans le sol, quand le sol est creusé tel qu'on le voit, puis parfois davantage, là, des fois, c'est vraiment un sol qui est creusé, là, peut-être 1 mètre. Moi, ça me laisse l'impression là, qu'on est sur des sentiers vraiment là, historiques du temps médiéval, puisque combien de pèlerins ont pu fouler le sol avant nous. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir une fois à destination que maintenant, il y a des chemins complémentaires qui sont offerts
pour détourner les routes initiales pour éviter justement l'achalandage, pour user le sol, ben, qui vient à user le sol. Donc, il y a certains circuits où on a une route complémentaire pour 1-2 kilomètres qui va bifurquer sur une route parallèle, puis qui nous ramène sur le chemin plus loin. Fait que, également, avec mon expérience, je serai une fois à destination, vous faire mes recommandations quand ça vaut la peine pour le décor, pour l'achalandage, de rester sur la route initiale, traditionnelle, ou de prendre le détour qui est suggéré également là, comme complémentaire. Puis rarement, là, ça va être plus de kilomètres à faire. Là. Des fois, c'est moins de 500 mètres de différence également. Donc, c'est des choses qui peuvent valoir la peine. Palace del Rey à Mélide. Mélide, qui est vraiment fameux pour sa poulpe. Donc, on voit en haut à gauche le menu traditionnel de la région. Un peu comme la poutine au Québec, je vous dirais, au sens où la poutine, il y en a partout, mais là, il va y avoir le débat, est-ce que ça vient de Victoriaville ou de Drummondville, qu'importe. Mais quand on se retrouve dans cette région-là, il va en avoir ailleurs sur le chemin de la pieuvre. Mais souvent, je vais vous dire, attendez d'arriver à Mélide parce qu'il y a une cafétéria qui s'appelle une pulperia. Donc, on voit vraiment, là, c'est vraiment les gens vont s'asseoir le midi, c'est bondé de locaux, c'est bondé de pèlerins. Puis c'est vraiment une ambiance particulière à vivre là, que d'aller vivre justement dans les pulperias, là, aller prendre un repas là-bas. Ça sera offert là, dans le sens très libre à vous si on vient juste là, partager un plateau qu'on voit pour au moins y goûter. C'est un peu une texture de crevette si je pourrais vous décrire là, le goût. De Mélide à Arzois, donc un 15 km. Fait que vous voyez, donc on va faire 2 journées de 15 km. Je vous parle de découpage parce que, encore une fois, c'est pour éviter d'avoir à faire un 30 km. Donc, c'est pour ça, parfois, c'est pas tant à cause du dénivelé, mais à cause des gîtes qu'on va retrouver. Donc, parfois, il n'y a pas de ville entre comme telle ou de lieu intéressant où s'arrêter. Fait que c'est ce qui peut avoir justifié également que Spirito a fait le découpage à la sorte là, depuis de nombreuses années. Donc, de mêler d'argent. Puis quand c'est le cas des petites étapes, puis que c'est pas pour le niveau de difficulté, souvent, je vais vous encourager à faire la grasse matinée, à éviter de partir à 6 heures du matin. On va avoir quitté la meseta avec les chaleurs là, davantage ardentes. On va tomber dans une période de septembre qui est plus habituellement, qui est plus clémente tout de même. Là. Souvent, les gens vont vouloir partir très tôt le matin pour éviter le soleil qui s'installe fortement déjà dès 10-11 heures le matin. Mais rendu dans ces régions-là, on va être beaucoup plus confortable dans le jour. Fait que quand on a des petites étapes, souvent, je vais vous encourager à prendre le temps le matin parce qu'une fois à destination, nos hébergements, bien souvent, sont pas ouverts avant 1 heure. Fait que c'est toutes les recommandations que je vais vous faire au jour le jour, la veille, quand je vous explique le chemin du lendemain. De Arzois à Arca, pardon. Ça va être notre avant-dernière étape. Donc, on voit en haut à gauche les eucalyptus qu'on va pouvoir retrouver déjà un peu avant Arzois, mais on va pouvoir reconnaître l'arbre un peu à son tronc qui est effrité, donc un peu comme s'il perle. Puis, parfois, si c'est moindrement humide, on peut sentir l'odeur des feuilles d'eucalyptus. Et notre dernière journée, Arca à Santiago, c'est un près de 20 kilomètres. Donc, pour arriver à destination, on peut voir au milieu une photo à la noirceur où ce que Spirito, on vous offre de partir à la lampe frontale. Pourquoi vivre cette expérience-là? En fait, c'est surtout parce que 20 kilomètres, il nous reste quand même près de 6 heures, un 5 heures de marche à faire en groupe que je vous propose pour ceux qui le voudront, toujours librement. Mais ce qui est proposé dans notre itinéraire, c'est de faire un départ vers 3h30 du matin, 3h45, pour nous permettre d'arriver vers 10h30, 11h tout au plus, à la cathédrale de Saint-Jacques et pouvoir assister à la messe du midi, qui est la messe dite pour les pèlerins. Donc, c'est vraiment là, à cet endroit-là, au midi, où ce que tous les pèlerins qui sont arrivés la veille ou la journée même, on va se recueillir et on peut vivre l'expérience, si on est chanceux, d'avoir l'ascensoir qu'on appelle l'encensoir, le Butéma-Ferro, je crois de mémoire, qu'on voit en bas à droite. Donc, un gigantesque encensoir qu'on peut avoir à la fin de la cérémonie, qui est un peu le signe de l'embaumement. Donc, l'embaumement qui est un peu la purification des péchés. Quand on arrive à Saint-Jacques, tout le long, on va avoir marché de l'est vers l'ouest. Donc, il y a plusieurs symboliques en ce sens-là dans le pèlerinage qu'on dit qu'on marche vers Saint-Jacques, le soleil dans le dos.
Et une fois à destination, avec l'encensoir, la purification, les gens à l'époque, il n'y avait pas le train ou l'autobus pour retourner à la maison. Donc, une fois à Saint-Jacques, ils se retournaient pour partir, pour retourner vers soi, donc vers l'est, et là, faire face à la lumière. Fait que le pèlerinage, il y a beaucoup de sens également, de symbolique par rapport à la rédemption des péchés. En fait, à l'époque médiévale, il y avait aussi une notion d'acte de pénitence. Il y avait une époque en France où ce que les prisons débordaient, puis pour faire acte de pénitence, ben, ils devaient se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis comme preuve qu'ils avaient fait le chemin, ils devaient se rendre jusqu'à la mer en Galice et aller recueillir, pêcher leur propre coquille Saint-Jacques. Parce qu'en Méditerranée, les Français, il n'y avait pas cette forme de mollusque-là. Fait que les gens, une fois en Galice, ben c'est là qu'on aura la chance, nous-mêmes aussi, que je vais vous amener là, au Finistère pour avoir la chance de trouver notre fameuse coquille, qui est le symbole du pèlerin. Puis qui est devenu également, là, les Français maîtres culinaires, la fameuse coquille Saint-Jacques, qui est un repas de fruits de mer également. Donc, je vous parlais du Finistère. Je vais louer un véhicule pour vous amener donc notre journée de repos. On va avoir 2 nuits au même hébergement à Saint-Jacques. Donc, dans notre journée libre, j'ai proposé un groupe du matin, un groupe de l'après-midi, où ce qu'on pourra se rendre jusqu'à la borne kilomètre zéro. C'est environ un 90 kilomètres là, plus loin de Saint-Jacques-de-Pont-Compostelle. Certains pèlerins là, qui partent librement pas dans le spirito, mais je veux dire, les pèlerins, habituellement, certains vont avoir le courage de marcher 3 journées de plus pour se rendre jusqu'au Finistère. Mais Finistéré, là où la terre finit, Finistéré, donc c'est les explorateurs croyaient à l'époque que la Terre était plate parce que, en fait, c'est le Canada qui est à l'autre bout. Donc, c'était vraiment une ligne à l'horizon qu'on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait au-delà de ça. Fait qu'on pourra prendre une demi-journée, chacun des groupes, pour se rendre au Finistère et magasiner également dans Saint-Jacques, faire les boutiques souvenirs, visiter la cathédrale. Donc, on aura une belle journée de libre pour pouvoir profiter pleinement. Par la suite, donc, on passe de nuit à Saint-Jacques et ensuite, au matin, on va prendre un transport, habituellement l'autobus, pour s'en aller vers Porto, qui va être notre ville de retour. Donc, on va faire Porto-Montréal pour le retour. On va avoir un beau 24 heures, plus de 24 heures en fait à Porto. On va arriver habituellement là, en milieu d'après-midi, qu'on va arriver à destination. On va passer 2 nuits au même endroit. Donc, pour nous permettre, tant qu'à être là, pour vraiment profiter également là, de la ville, qu'on n'aura peut-être pas la chance, là, pour certains d'entre nous, de retourner au Portugal. Donc, le soir qu'on arrive, l'après-midi est libre. Je vais vous proposer, ceux qui voudront librement, d'aller faire une croisière sur le Douro. Où ce qu'avec des écouteurs, on a vraiment la croisière d'1 heure environ qui nous explique l'histoire, qui traverse les 3 ponts principaux également de Porto puis qui parle de l'histoire, de la culture et tout. Fait que ça peut être vraiment quelque chose à notre arrivée qui peut vous mettre dans le bain de ce à quoi vous avez envie de retourner visiter le lendemain, vu qu'on longe vraiment tout le vieux port de Porto. Et je vous amène au restaurant ce soir-là. Et le lendemain, donc, il va y avoir la journée libre que j'ai mentionnée. Et puis, Porto, Montréal. Donc, on part en avant-midi pour arriver en fin d'après-midi à Montréal. Merveilleux. Merci, Marilyn. Ah, laisse parler de l'équipement avant de passer Oui, à la partie ben on technique. a rajouté un petit peu, là, tu sais, on parlait justement que nous, Spirito, on a de le faire en façon traditionnelle. Certains vont dire, ben, je veux le vivre en traditionnel, mais moi, j'ai le poids de mon âge, puis mes maux de dos. Qu'est-ce qu'on fait avec notre sac si on n'est plus capable d'avancer, plus capable de marcher? Il y a toujours, là, les taxis de mochila, mochila qui est sac à dos en espagnol. Fait que c'est vraiment une organisation qui est faite sur le chemin, tout le long du chemin, en fait, du Camino. Il y a possibilité, les gîtes, on a des enveloppes à disposition où ce qu'on met notre nom, nos indications, la destination où ce qu'on va, avec l'argent dans l'enveloppe, sur notre sac à dos. Puis à ce moment-là, moi, je vous organise, vous me dites, là, les gens, des fois, ils vont se regrouper entre eux, là. On peut être 3, 4 personnes à se délester de notre sac.
soit qu'on laisse notre sac à dos ou qu'on prend un genre de sac à poubelle là, bien solidifié, un sac de transport, puis les gens vont se délester un peu là, pour enlever du poids dans la journée. Puis ça coûte environ 6 euros par sac pour faire le transport d'une étape à une autre. Fait que c'est une possibilité. C'est pas spirito, c'est vraiment avec vous là, à vos frais. Mais je pourrais certainement là vous aider d'une journée à l'autre. Ça peut être une journée, je marche avec mon sac, puis le lendemain, si je suis pas sûre, comme je vous dis, soit que j'envoie tout mon sac ou j'envoie qu'une partie là pour délester tout ça. Fait que c'est la petite précision. L'équipement sac à dos, qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos? Ça ne sera pas abordé aujourd'hui précisément, mais par contre, une fois inscrit, là, on va avoir des rencontres pré-départ, le groupe, puis dont un mois avant le départ à Saint-Bruno, où je vais vous inviter là, à ce qu'on se rencontre pour aller marcher tout le monde ensemble. Je vais avoir mon sac à dos, tout mon équipement. Puis là, si vous me dites, ouais, mais Marlene, un mois avant le départ, comment je fais pour savoir qu'est-ce que j'ai de besoin? Spirito, quand on s'inscrit, on vous remet une liste de l'équipement à considérer, quoi avoir comme type de matériel, les bâtons, les souliers, tout ça. Puis la grosseur sac à dos. Les boutiques de sport maintenant là, sont bien averties. Là. Les gens connaissent les pèlerins au sens où si vous allez chez Momo Sport, Sport Expert, à la Mecque, la Cordée, Cell, vous mentionnez que vous allez faire Compostelle, les vendeurs, les commis habituellement, ils devraient avoir des recommandations pour vous. Le sac à dos, vous voyez les formats ici. Habituellement, on va viser un 36 litres qui est très confortable là, pour mettre tout votre avoir là, à l'intérieur. Excellent. Alors, je prends le relais pour l'information plus technique sur le voyage. Donc, le prix, qu'est-ce que ça comprend? Donc, le tarif, on est toujours en réserve tôt. Vous avez jusqu'au 30 avril pour bénéficier d'un rabais de 100 par personne. Donc, le tarif en occupation double, 4 195. En occupation simple, si vous voulez votre chambre privée. Ça, c'est juste les journées où le groupe est en hôtel. Donc, c'est 4 655. Je pense que 5 nuits, oui, c'est ça en hôtel. Mais le reste du temps, les 16 autres nuits, vous allez être en refuge de pèlerins, en dortoir, à partager comme tout le monde. Donc, je répète, là, occupation simple, c'est vraiment juste pour les 5 nuits en hôtel. C'est ça. Donc, voilà. Donc, on vous invite à vous inscrire avant le 30 avril pour ne pas perdre le rabais réservé tôt. On vous offre une possibilité de jumelage si vous êtes seul. Donc, on va tenter de vous jumeler avec une autre personne du même sexe. Plus tôt vous vous inscrivez, plus de chances vous aurez d'être jumelé pour éviter donc de payer le supplément simple pour les nuits à l'hôtel. Donc, on ne peut pas garantir le jumelage. Si on n'arrive pas à vous jumeler, vous devez payer le supplément. Mais je peux vous dire, on a quand même beaucoup de demandes de jumelage habituellement. Donc, si vous inscrivez tôt, vous devriez avoir de bonnes chances. Voilà, donc qu'est-ce que ça comprend? Vous avez les vols aller-retour de Montréal à Madrid et retour Porto-Montréal. C'est des vols directs avec Air Transat. Vous avez donc 5 nuits en hôtel de catégorie budget, ben, c'est du 2, 3 étoiles, là, hein, en occupation double. C'est quand même bien, hein, les hôtels où ce que Mhm. vous allez, là. C'est des hôtels, ça fait des années là, qu'on va dans les mêmes hôtels. Donc, et puis ensuite, vous avez les 16 nuits en refuge de pèlerins. Donc là, c'est des dortoirs à partager avec lits superposés, comme vous avez vu dans la présentation là, avec Marilyn. Vous avez 6 petits déjeuners, donc normalement dans les hébergements, et 4 soupers qui sont inclus au restaurant. Tous les transferts en train, bus, taxi, tout ce qui est mentionné dans l'itinéraire, là, les transferts à faire. Donc, taxi, je pense que c'est quand vous arrivez à Madrid, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, de Oui, l'aéroport à l'hôtel. Sinon, la plupart du temps, c'est par train ou par autobus quand il y a des transferts. Les services d'une accompagnatrice expérimentée avec Marilyn. Les 2 rencontres préparatoires, comme Marilyn vous a dit, donc au Mont-Saint-Bruno, puis une autre environ 2, 3 semaines avant de partir, qui a normalement lieu par Zoom, et toutes les taxes. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Donc, la crédentiale, c'est le passeport de pèlerin qui
coûte environ 25 $. On va vous donner l'information. On vous encourage à le prendre avec du Québec à Compostelle, hein, l'association. Exactement. Je peux faire une parenthèse à ce Oui. niveau-là, Anne. Mhm. Très bon point. Du Québec, l'Association du Québec à Compostelle, même si on part avec un groupe, je vous encouragerais fortement, en fait, à aller voir leur site Internet par région administrative, qu'on soit en Montérégie, en Estrie. Chaque région a un peu ses groupes d'organisation et ses rencontres pré-départ, prendre un pot du pèlerin, avoir la remise crédentiale, entendre des témoignages de retour de pèlerin, avoir notre carte membre de l'Association du Québec à Compostelle nous donne un pourcentage de rabais également quand on magasine certaines boutiques, la Tulipe, je crois, à Québec, l'Accordé qui a un pourcentage. Donc, il peut avoir des avantages. En fait, la crédentiale est gratuite, mais c'est l'adhésion à l'Association du Québec à Compostelle qui coûte 25 dollars. Donc, c'est fortement recommandé. Les gens qui n'auront pas su se la procurer à temps, c'est pas fatal en soi. À destination ou à Burgos, on peut aller à l'auberge municipale, se l'offrir. Mais c'est une façon à la fois d'encourager l'économie locale et notre association au Québec qui offre des marches préparatoires également avant le départ. Donc, dans votre préparation, l'équipement et tout ça, c'est un beau complément, là, une belle ressource vers qui vous tournez également. Mhm. Merci, Marlène. Excellent. Ensuite, les repas non mentionnés au programme, il faut prévoir un budget pour ça. À la rencontre pré-départ, là, on va vous suggérer un budget avec tous les calculs pour Mhm. les dépenses sur place. Donc, les boissons pendant les repas, si vous voulez un petit verre de vin ou souvent, il y a même des repas du pèlerin, le vin est inclus. Exactement, oui, Et, on est en Espagne, hein, faut pas ah oublier. oui! Exact. Ensuite, l'assurance voyage. Donc, en fait, l'assurance voyage, on peut vous sortir une soumission gratuite. Nous, on offre des assurances voyage avec la Croix-Bleue qui est reconnue internationalement. D'excellents services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, réclamation très rapide. Donc, voilà, une très bonne assistance voyage. Alors, on vous le recommande. Si vous n'avez pas déjà une assurance, si vous l'avez avec votre carte de crédit, vérifiez bien qu'est-ce qui est couvert. Des fois, c'est très minime et très limité. Alors, prenez le temps de bien vérifier c'est quoi votre couverture. C'est important d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence. Alors, si peut vous faire une soumission si vous n'en avez pas déjà une, euh, souvent, là, ça dépend de votre état de santé, votre âge, mais normalement, c'est en dessous de 100 $. Donc, c'est très, très, très raisonnable. On vous conseille aussi une assurance annulation. Ça, bien sûr, c'est plus cher, mais ça vous couvre parce que le voyage, nous, ben, le dépôt, nous, on doit faire des dépôts. Donc, le dépôt de 750 je vais vous en parler, là, c'est pour réserver votre place, n'est pas remboursable parce que nous, on doit déjà verser des dépôts à la compagnie aérienne, aux hôtels. Puis à 60 jours du départ, on vous demande votre paiement final et ce n'est pas remboursable s'il y a annulation à moins de 60 jours, puisqu'on doit vraiment payer tous les fournisseurs, les hébergements, en fait, plusieurs hébergements et les réservations des billets de train, d'avion, etc. Donc, ce n'est pas remboursable. Par contre, si vous avez une assurance annulation et on vous le recommande, à ce moment-là, si vous tombez malade, puis vous ne pouvez plus voyager ou que vous auriez un accident ou quelqu'un de proche qui est gravement malade ou de la mortalité ou même une perte d'emploi, si vous travaillez avec votre employeur depuis plusieurs années, là, c'est tout indiqué dans la police d'assurance. Donc, à ce moment-là, vous êtes remboursé. Puis même, il existe maintenant avec la Croix-Bleue, assurance, peu importe le motif. Donc, si ce n'est pas le motif comme quelque chose de grave qui vous est arrivé ou ben, à ce moment-là, peu importe le motif, si c'est juste vous n'avez plus le goût, vous ne le sentez plus, ben, vous êtes même remboursé, je pense que c'est à 75-80 de votre voyage. Fait que ça vaut la peine de magasiner les assurances pour voir là, comment couvrir votre investissement là, de votre voyage. Donc, on va pouvoir vous aider avec ça. Il y a aussi l'assurance bagage en cas de vol
ou perte des bagages ou retard des bagages avec une indemnité en attendant votre bagage. Donc, ça, ça vaut la peine. Ça vient souvent dans le forfait, là. Il y a l'assurance forfait plus qu'on appelle. Alors, voilà, on vous encourage fortement là, à bien magasiner vos assurances pour être bien couverts, bien protégés. Vous avez les pourboires, les dépenses personnelles, donc à prévoir. Pourboire, ben, il n'y en a pas tant que ça, là, mais quand même, ben, votre guide qui va vraiment se démener pour vous, prévoir pourboire pour elle et pour le service de ménage dans les hébergements où vous allez et tout ça. Donc, c'est de mise. Voilà. Ensuite, la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Présentement, c'est gratuit. C'est géré par l'Office de protection des consommateurs. Le plus cher que ça a coûté, on le met dans ce qui n'est pas inclus parce que l'Office de protection du consommateur pourrait décider tout d'un coup de remettre des frais. Là, il y avait atteint un plafond. C'est pour ça que présentement, c'est gratuit. Le plus cher que ça a coûté, c'était 3,50 par tranche de 1000, ce qui est rien du tout. Et puis, avant d'atteindre le plafond, ils chargeaient juste même 1 dollar, je pense, par tranche de 1000. Alors, c'est vraiment pas cher. Puis, là, en plus, c'est gratuit. Puis c'est une protection financière extraordinaire. Si jamais les services ne sont pas rendus, soit la faillite d'une compagnie aérienne ou de l'agence de voyage ou une catastrophe naturelle, une épidémie, une guerre ou des actes de terrorisme qui feraient que ça serait plus sécuritaire d'aller dans le pays où vous voyagez. À ce moment-là, s'il y a un avis gouvernemental, bien, vous êtes protégé financièrement par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, comment ça marche? D'abord, l'agence de voyage, aussitôt que vous faites affaire avec une agence de voyage au Québec, vous êtes couvert. L'agence de voyage également a la responsabilité d'essayer de récupérer tout ce qui est possible. Si la destination est plus sécuritaire, habituellement, s'il y a un avis du gouvernement, les compagnies aériennes annulent les vols, ils remboursent. Nous, on essaye de récupérer tout ce qu'on peut. Et ce qu'on ne réussit pas à récupérer, ben, c'est l'assurance annulation qui va vous rembourser si vous en avez une. Puis sinon, ce que vous n'auriez pas réussi à vous faire rembourser, c'est le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Alors, vraiment une protection unique au monde et vous êtes automatiquement protégé en faisant affaire avec une agence de voyage au Québec. Donc, voilà, voilà, on continue. Donc, la date limite d'inscription, c'est 30 juin, mais attendez pas à la dernière minute. En plus, vous avez le rabais réservé tôt, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous inscrivez avant le 30 avril. Donc, n'attendez pas pour avoir votre rabais de 100 dollars. Et puis, en plus, les places sont limitées. Il y a juste 15 places, pas plus. Donc, dépêchez-vous parce que ça commence déjà, là, on en a quand même déjà plusieurs. Donc, c'est minimum 10, maximum 15, mais on réussit tout le temps à Mhm. dépasser le minimum, puis même des fois, on a une liste d'attente. Alors, même ça arrive souvent, alors ne tardez pas. Donc voilà, pour vous inscrire, donc vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous pouvez payer directement en ligne avec une carte de crédit ou vous pouvez sinon télécharger le formulaire PDF sur la page web aussi ou vous nous appelez, on vous l'envoie par la poste si vous préférez, par exemple, payer par chèque. Donc, c'est possible. Sinon, vous pouvez aussi payer par virement Interact. Juste à nous appeler, puis on pourra vous aider. Bien sûr, vous pouvez venir aussi sur place à nos bureaux. On est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 5 h, mais on pourra vous assister là, si vous arrivez difficilement à le faire en ligne. Donc, on peut vous assister par téléphone. Voilà, voilà. Donc, important de nous envoyer une copie aussi de votre passeport. On va vous fournir un lien pour le téléverser sur notre site Internet de façon sécuritaire. Sinon, vous pouvez l'envoyer aussi par la poste. Donc, pour les assurances voyage, je vous en ai parlé. Très important, vous pouvez voyons, nous contacter pour connaître votre prime ou pour vérifier là, si vous êtes bien assuré de votre côté. La documentation requise, donc tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue de retour, très important. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter notre coordonnatrice Annie Camden au poste 207
ou la contacter par courriel. Vous avez donc son adresse courriel à l'écran et vous l'avez aussi sur notre site web. En fait, il y a un formulaire que vous pouvez remplir là, si vous préférez communiquer avec nous par courriel. Libre à vous. Voilà, voilà. On a aussi un numéro sans frais sur notre site Internet qui est le 1-866-331-7965. Voilà, voilà. Maintenant, c'est le temps des questions. Alors, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez, sur votre menu de Zoom, vous pouvez lever la main, hein, c'est dans les réactions. Alors, n'hésitez pas, ça va nous faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. S'il y a un feedback, commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez juste faire un petit pouce. Si vous avez aimé la présentation, un petit cœur, c'est toujours le fun de voir que voilà, que vous avez apprécié. Mais n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà une question. Alors, Carole Desbiens, je vais vous permettre d'ouvrir votre micro. Vous pouvez maintenant ouvrir votre micro pour poser votre question. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Madame Carole. Carole. Bonjour. Dites-moi, au niveau de la température, quelle sera approximative la température durant cette période-là? Assez variable. Fin à août, c'est encore certaines chaleurs là, qu'on rencontre quand on débute dans la meseta. Donc, on peut avoir facilement là, des journées qui vont atteindre un 30 degrés. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y avait des pèlerins qui aimaient partir tôt le matin. Fait que nos 3 premières journées là, complètes, parce qu'on est dans la meseta, c'est nos chaleurs extrêmes. Par la suite, quand on va rentrer dans les montagnes, le Bierzo, je vous parlais de Cebreiro, où ce qu'on est à 1300 mètres d'altitude, c'est des journées qui peuvent être plus fraîches parce que c'est vraiment pluvieux dans ces régions-là. Donc, on peut tourner autour là, d'un 20 degrés, 20-25, ça reste quand même confortable, mais quand il y a de la pluie et de l'humidité, ça peut tomber à 18 degrés. J'ai eu mon dernier septembre a été froid là, dans ces régions-là, mais pas de là à geler comme tel. Fait que c'est vraiment là, des journées là, surtout le 25 degrés dans le jour. Les soirées sont fraîches. Dans la Meseta, on est bien quand même là. Il y a à Cebrero que ça va être plus froid, puis à Arca, notre dernière nuit, là, j'ai des pèlerines qui avaient comme plus un sac à viande, qui a eu 2 nuits que c'était plus froid parce qu'il n'y avait pas de sac de couchage, là, de vrai sac, mais il y a des couvertures de laine pour mettre une pesanteur par-dessus notre sac s'il y a quoi que ce soit, là. Notre sac de couchage, notre sac à viande. Mais les nuits, là, souvent, on va pas en bas de zéro, là. Ça peut être du 5-7 degrés environ, là. OK. Puis vous donnez la recommandation de l'achat du sac de couchage. Comment faire l'achat du Le sac sac de de couchage. couchage? Oui, parfait. C'est vraiment le poids, puis comment que ça peut être massif. Donc, attendez, on va ça en plus à proximité. Vous allez voir, le sac de couchage, là, c'est vraiment, là, c'est tout léger. Habituellement, là, ça va être autour, là, j'ai un blanc, je sais pas si c'est une livre ou 1 kilo. Je pense que c'est autour, en tout cas, c'est un 1, mais je pense que c'est 1 kilo. C'est en bas d'1 kilo habituellement. Vous le demandez là, dans les boutiques de sport, ça va être le plus gros de votre investissement, là. Ça peut quand même être assez onéreux. Dans l'équipement, là, je vous dirais, Madame Carole et tout le monde, essayez de voir dans votre entourage des fois, là, quand on achète un sac, quand on part de zéro, là, équipement Hmm. sportif, voyez avec votre famille, des neveux, des nièces, n'hésitez pas à en parler pour emprunter parce que vous allez avoir des coûts onéreux, sinon de préparation à rajouter à votre sac, là. Un sac de couchage, là, ça peut être un 200-300 $ là, si on y va là, dans du plus technique, là, de légèreté, puis qu'il soit assez compact pour rentrer dans votre sac à dos, parce que c'est vraiment ça qui va prendre le plus de place. De place. C'est vraiment Mhm. le sac de couchage qui est un plus gros morceau. Ouais. Sinon, un sac à viande, je sais pas si vous connaissez l'expression, c'est une enveloppe, en fait, c'est comme un duvet de polar ou quoi. Il y a différents tissus, différents niveaux de degrés. Il y en a qui osent partir avec ça. Moi, j'ai besoin de la pesée. Tu sais, les nuits, là, mon sac de couchage, je dormais dedans ouvert la majorité de mes nuits. Mais
le duvet de mon sac de couchage m'offre mon confort que je suis pas prête à m'en départir puis partir avec mon sac à viande. Le sac à viande, c'est de quoi qui est léger, qui peut être chaud, mais moi, je suis pas prête à me convertir encore à ce niveau-là, mais il y a des pèlerins qui vont vouloir le faire. Le sac de couchage, on peut l'acheter vraiment dans toute boutique. Je vous dirais, commencez à faire votre lèche-vitrine un peu, là, à faire une liste, puis à magasiner les prix, puis à attendre les rabais surtout, là. Tu sais, cet été, là, même si vous l'avez pas tout de suite, votre sac de couchage, après la période de la construction, des fois, là, il y a comme les ventes un peu en août qu'on peut s'en sortir. Mais sinon, sac à dos, tu sais, c'est des gros morceaux, c'est des gros investissements. Parlez avec votre famille, votre entourage, là, quand on peut l'emprunter. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait Autre plaisir. question. J'ai quelques petites questions. La trousse de premiers soins contre les ampoules. Est-ce que chacun de nous doit avoir sa trousse de premiers soins? Oui, mais c'est très minime. Je vous montrais là, dans les rencontres préparatoires là, de quoi c'est composé. Mais pour ma part, c'est très, très minime parce que on peut s'assurer vraiment de tout là-bas, hein. Puis là, il y a de toutes les écoles de pensée. Moi, je suis très voyageuse à bas prix. Pour ma part, du fil blanc, une aiguille, une gaze pour désinfecter. Puis ça va être vraiment de faire un drain, donc de percer l'ampoule bord en bord, de laisser le fil, ce qui fait Mhm. que s'il y a du liquide qui se reforme, on a un drain, un écoulement c'est de laisser sécher le soir à l'air libre, puis le lendemain de mettre une protection. La protection, on peut acheter à la pharmacie, n'importe où, des petites gazes, pas des gaz, mais des diachylons, là, des pansements coussinés pour les ampoules. Mais pour ma part, j'ai converti la majorité de mes pèlerins au duct tape. Ouais. Parce que le duct tape, ça fait un second skin incroyable. Puis vous n'allez pas l'arracher, là. Je veux dire, le duct tape, on prend notre douche 3, 4 jours, puis à un moment donné, il va tomber tout seul. Le moindrement, là, que je sens une irritation, moi, je me colle du ruban adhésif sur la peau, entre les orteils. Souvent, les irritations, là, c'est la petite orteil qui va chevaucher l'autre, puis on va avoir des ampoules à ce niveau-là. Hmm. Fait que les bâtons de match, j'emmène pas ma roulette, là. J'ai mes bâtons, puis je vais enrouler. Voyons, la garde je vais enrouler le tape en dessous de mes poignées de bâton. Fait que j'emmène pas ma grosse roulette, mais j'ai mes 2 bâtons bien remplis de duct tape. Fait on pourra en reparler pour la trousse de premiers soins, mais c'est très minime, hein. Tu sais, faut pas partir avec tout. Puis dites-vous, on a vu nos paysages qu'on traverse principalement des campagnes, mais je veux dire, il y a des pharmacies partout. Puis il y a toujours quelqu'un. Faut pas nécessairement se fier sur les autres pèlerins, mais partout on peut acheter là, si on a besoin de plus en cours de route là. Moi à la base, je vais avoir une trousse de premiers soins vraiment plus complète avec tu sais, de l'eau dialysée, de la bétadine pour désinfecter. Si vraiment on tombe, on se fait des plaies. Fait que moi à Mhm. la base, je vais avoir la trousse. Le reste, c'est de se connaître un peu hein, aussi de Ouais. notre sentiment de sécurité, qu'est-ce qu'on a besoin là, à ce niveau-là, mais c'est très minime, je vous dirais que chacun ait son aiguille, son fil des petits tampons désinfectants là, pour tout ça. Puis je vous dirais, c'est le minimum, la base à avoir pour les ampoules. Parfait. Merci. Pour la Oui. salubrité des hébergements, là, ce que j'ai compris, vous avez dit que les matelas avaient un couvre-matelas. Oui. La Donc, plupart, la plupart des hébergements, c'est un couvre-matelas qui est un peu plastifié. Fait que souvent, les plastifié. hébergements, tu sais, ça évite justement les punaises à ce niveau-là. Oui, exact. Parfois, c'est des couvre-matelas qui sont en tissu, mais partout, on a des housses à recouvrir. Dans mes 13 pèlerinages, il n'y a qu'un endroit puis qui n'était pas habituel, qui n'était pas dans notre liste habituelle. En fait, notre hébergement habituel était complet. On a dû se tourner vers un autre hébergement où ce que j'ai eu mes premières punaises de lit Hmm. l'an dernier. Ouais. Mais ça l'a bien fini, puis on n'a pas eu, il n'y a pas eu de mal. On n'a pas été. En fait, on a vu les punaises avant de s'installer, fait qu'on a été capable de remédier au lieu sur place, là, avant de s'installer et tout. Il y a toujours des mesures de précaution à prendre aussi, là, comme pèlerin, de ne pas mettre nos sacs à dos sur nos lits. Il y a beaucoup d'indications, là, puis des rappels qui vont être faits. La salubrité, là, ça se passe bien. Puis quand que, tu sais, une fois, j'ai eu un homme qui avait été mordu par les punaises. Je l'avais accompagné à l'hôpital pour avoir une crème analgésique apaisante. Mais ça remonte à plusieurs années. C'est toujours un coup de dé, hein, les hébergements, on ne sait jamais, hein. Ça peut être des hébergements qui sont très bien à l'habitude, puis il suffit d'un pèlerin qui a, Hmm.
Tu sais, c'est vraiment la mutation entre nous, hein. C'est nous les pèlerins avec nos Ouais, vêtements, notre sac à dos qui ouais, transportons tout ça, là. Mais en effet. l'hygiène, habituellement, les salles de bain où ce qu'on est, là, aussi, c'est bien habituellement. Puis je vais toujours faire mes recommandations, surtout les femmes, quand on va Ouais. prendre nos douches avec nos cheveux, les éviers, les lavabos, comment penser au suivant, comment ramasser un peu dans l'évier nos cheveux, là, penser aux espaces communs. Mais la salubrité est très bien dans l'ensemble, là. J'ai pas de commentaires habituellement à ce sens-là. Puis des punaises, j'ai eu un cas flagrant. Sinon, c'est des pèlerins qui se sont fait peut-être mordre ici et là, mais sans pouvoir identifier quand est-ce que c'est arrivé, là. Parfait, merci. Vous avez parlé aussi, j'ai plusieurs questions que j'avais notées. Alors, le forfait ne comprend pas. Là, on parle de tout ce qui est les repas non mentionnés au programme, les dépenses Oui, personnelles. Pour boire aussi, alors, quelle serait l'estimation l'estimation de l'argent qu'on doit apporter? Voilà, pour couvrir je vous ces dis, oui. dépenses-là. On va en reparler plus dans les rencontres pré-départ, mais grosso modo, là, c'est large un peu ce que je vais vous dire, Madame Carole, mais c'est entre 1000 à 1500 $. Souvent, je vais dire, ça va dépendre combien de café puis de jus d'orange frais vous buvez. C'est un peu OK. ça. C'est environ 40 € par jour. Par jour? OK. 40 € par jour, là, c'est un petit déjeuner. Ça dépend si vous êtes au restaurant ou si vous cuisinez. Le petit déjeuner, souvent, la veille, on va prévoir un yogourt, un fruit, une orange, une pomme, une banane. C'est pour le petit déjeuner, fait qu'entre 3 et 8 € le petit déjeuner. Les menus de pèlerins pour dîner, ça tourne autour de 12 €. Les soupers de pèlerins sont entre 12 et 15 €. Fait que globalement, un 40 € là, c'est largement, puis même, là, ça fait 10, 20, 30. Fait que, ouais, un 30-40 € par jour, là, ça, c'est si vous mangez au restaurant, là, vraiment. Des fois, le midi, il y en a qui vont s'acheter une canne de thon, une salade macédoine, tu sais, Ouais. déjà préfaite et tout, pour manger à moindre coût, un sandwich ou quoi. Mais 40 € c'est l'estimation à faire. Fait qu'un 40 fois 20 jours, fait que 4 fois 2, 800 € à 1,6 le taux de change. Ouais, Là, en effet. je suis limitée dans mes mathématiques, là, mais, Oui, mais oui. le calcul, c'est à peu près ça, là. On va en reparler plus particulièrement, là, en pré-départ, mais c'est quand même notable, là. Il faut quand même, c'est quand même un 24 jours qu'on quitte également, là. Fait que c'est pas sur 2 semaines, c'est quand même sur plus de 3 semaines. Mais oui, c'est un bon 1200 environ, là. Parfait. Et le pourboire du guide est C'est combien? vraiment à la liberté de chacun, c'est vraiment à la Parfait. discrétion. Des fois, les gens vont m'offrir un café ou tu sais, ils vont me remercier à la fin. Des fois, il n'y a pas un groupe une année qui est pareil. Des fois, c'est les Ouais. gens, globalement, vont, dans mon dos, vont avoir acheté une carte pour me remercier. Chacun va l'avoir signée. Parfois, c'est individuellement. Mais il n'y a pas rien d'imposé, là. C'est pas tant par jour. C'est vraiment des fois l'appréciation de comment je vous ai accompagné, comment j'ai pu répondre individuellement s'il y a eu des demandes un peu plus vers quelqu'un. Oui, Mais c'est très libre à chacun, puis il n'y a pas de il y a pas rien de préétabli en ce sens-là, là. parfait. J'ai fait, ben merci, j'ai fait le tour de mes questions. Merci Ben, merci, c'était beaucoup. pertinent aussi, puis je suis sûre que ça a répondu à d'autres questions que d'autres pouvaient avoir en ce Oui. sens-là. Merci. Effectivement, Bon, de très Carole, bonnes questions, Carole. Pendant ce temps-là, j'ai plein de questions sur vous m'avez le chat. suscité d'autres. Je vais vous les lire rapidement si tu veux rebondir sur une de ces questions-là. J'ai répondu à la plupart. Bon, on dit Hmm. Marilyn. Ah non, tu avais répondu. OK, c'est beau pour la poutine. Ben oui, je OK. connais David Moissan, fait que ça, Ah, c'est on fera bon. pas débattre avec David qui est de Victoriaville, là. Voilà. C'est beau. Je m'excuse, je vais vite parce il est déjà 3 heures, mais je vais les lire rapidement. Je suis bien conscient que ça dépend de plusieurs facteurs, mais grosso modo, environ combien devrions-nous prévoir pour nos repas chaque jour? Tu l'as répondu, donc j'ai mis Exact. environ 40 € par jour, là, 30 à 40, mais avec le pourboire aussi, je dirais de prévoir 40 €. Tu disais qu'il n'y a rien de préétabli. Tu es très modeste envers toi-même. Ouais. Les normes internationales, c'est 3 à 5 € par jour pour le guide. Puis vraiment, Marilyn, elle se donne à fond. Alors, je vous encourage Ouais. à prévoir là, un petit montant pour elle. Donc, voilà. Après ça, on dit sac à dos 20 litres trop petit. J'ai dit qu'on allait vérifier avec toi, mais que tu parlais plutôt de 26 litres, En hein? fait, c'est 36 litres. 36? L'idéal, c'est 36 litres, Isabelle. OK. Mais quelqu'un qui est habitué de voyager, là, qui est très stratégique, j'ai déjà vu un 24 litres. 20 litres, ça peut le faire, Isabelle, mais
ça va être le sac à dos, d'après moi, qui va être la bémol de qu'est-ce que vous apportez à ce niveau-là, si c'est un sac à viande ou vraiment un sac qui est un peu plus massif. Mais j'ai déjà fait ma présentation Compostelle à Saint-Bruno, parce que j'amenais tout mon matériel dans mon sac de jour de 15 litres, puis il manquait juste mon sac de couchage. Fait que 20 litres, ça peut le faire, dépendamment du sac de couchage, pardon. Parfait. À Bottes ou demander aussi. chaussures? Oui. Oui, je m'excuse, Anne, je t'ai Ça va, devancé. ça va, ça va. Bottes ou chaussures, il faut vraiment connaître notre confort. Moi, je ne jure que par les bottillons parce que j'ai des tendances à me fouler la cheville. J'ai un sentiment de sécurité quand que mon bottillon monte un peu à la cheville. J'ai un monsieur qui avait des bottes, mais que ses bottes étaient inconfortables, il était neuves, il les avait expérimentées, puis finalement, il a marché quasi tout le long avec ses sandales. Puis avec ma méthode duct tape, parce que sa sandale faisait une petite irritation à petit orteil, mais en la protégeant avec mon duct tape, il a été vraiment parfait là, en sandales. Ça dépend si on a l'inconfort du caillou. La chaussure versus un bottillon. Quand on marche dans le sable, ben, pas le sable, mais dans les chemins de terre de la Meseta, les petites rocailles, ça peut rentrer plus facilement, je présume, qu'une chaussure. Mais ça, il y a vraiment de tout, Isabelle, cher pèlerin. C'est vraiment de voir qu'est-ce que vous marchez à l'habitude. J'ai une pèlerine qui est sportive athlétique, une coureuse course à pied. Elle a fait le chemin avec ses sneaks de course. Fait qu'il faut vraiment se connaître à ce niveau-là. Merveilleux. Ah, Carole aurait une dernière question. Ça va être la dernière question. On va vous demander de faire Oui, ça vite, s'il vous plaît. Oui. oui, s'il vous plaît, c'est parce que là, tu parlais du sac à dos. Oui, Alors, on part avec un sac à dos où tout est à l'intérieur, l'équipement est à l'intérieur. Alors, quand on veut faire transporter pour délester du poids, là, c'est mis dans un sac à vidange ou on apporte un autre sac qui doit être apporté pour pouvoir délester du bagage. Comment ça fonctionne là, à ce moment-là? Si vous avez déjà l'intention, vous savez déjà Oui. d'avance que vous êtes sujette à vouloir faire transporter votre sac à dos, je vous recommande d'avoir un petit, ben, à ce moment-là, pensez avec quoi vous allez marcher. Est-ce que vous amenez un sac de toile que vous allez emballer, que vous allez laisser vos choses dedans? Ou à l'inverse, vous laissez votre sac à dos, mais là, ça vous prend un autre sac pour dans la journée avoir votre bouteille d'eau, votre Mhm. coupe-vent, ces choses-là. Fait que ça va être à ce niveau-là que vous allez devoir penser. Moi, j'ai des pèlerines qui ont improvisé en début de circuit. Avec l'aubergiste, ils ont demandé des sacs de poubelle, 2 sacs de poubelle qui ont doublé pour la solidité, la solidité. Puis c'était pas cute, mais ils ont assumé, ils étaient quatre. Puis le sac à poubelle, il a peut-être la run au moins 2 semaines là, sur le chemin. Fait que les pèlerines, ils ont improvisé avec les moyens de la place. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci, Marilyn. Alors, je ne sais pas si tu veux faire un petit mot de la fin, puis ensuite, on va voir notre tirage. Donc, ne quittez Oui, pas. On va avoir parfait. un beau tirage avec 2 prix de présence. Vas-y, Ben, Marilyn. en fait, n'hésitez pas. Annie, les coordonnées ont apparu là, de Annie Camden, qui est la réceptionniste, dans le fond, là, tu sais, qui s'occupe à Spirito pour répondre à vos questions. S'il y a des questions qui vont être plus pointues, techniques, spécifiques, Mhm. Annie saura vous mettre en communication avec moi. Puis moi, je veux dire, moi, je suis très généreuse à ce niveau-là. Je suis un 25 sous dans un 25 sous, puis je suis partie, là, on va se prendre un rendez-vous téléphonique. Puis je pourrais répondre là, à vos questions. C'est des points plus spécifiques, là, des conditions physiques, de santé. Alors, j'ai déjà eu des gens avec de l'apnée du sommeil qui ont marché avec leur machine. Fait que vraiment, là, c'est vraiment accessible là, à divers niveaux. Fait que s'il y a des questions plus pointues que Annie à l'agence ne sait pas répondre, elle vous mettra en communication avec moi, là, puis avec plaisir, on pourra s'organiser pour se parler. Merveilleux. Voilà, Merci au beaucoup, plaisir, chacun. Marilyn. Buen camino.